Bien. Bonjour à tous. Nous allons démarrer cette séance. Merci à chacun d'entre vous parce que vous allez être très nombreux à vous connecter lors de cette matinale, de bien vouloir couper vos micros pendant les interventions et ensuite de bien vouloir respecter la règle du lever de main virtuel pour pouvoir vous exprimer et poser vos questions. Nous allons aujourd'hui parler de la hausse du prix de l'énergie. Pour cela, notre grand témoin aujourd'hui est Jean-Baptiste Amonique. Jean-Baptiste Amonique, vous êtes connecté, vous êtes le maire de Villepreux. Bonjour à tous. Bonjour, et vous nous éclairerez sur, je vous proposerai d'intervenir en fait régulièrement dans la séance et d'apporter votre concours éclairé à cette matinale. Nos partenaires qui vont s'exprimer ce matin sont tout d'abord Marie-Hélène Milo-Durin et Geneviève Dourte qui représente EDF, Clément Bousquet à distance qui est le fondateur de CBG Territoire et Stéphane Cochepin qui représente Engie. Je vous propose de commencer par la contextualisation donc de notre problématique et je vous remercie Geneviève de bien vouloir démarrer. Merci beaucoup Dorothée, merci, bonjour à tous. Donc commencer effectivement par essayer au moins de comprendre les raisons pour lesquelles l'énergie augmente tant aujourd'hui et notamment en ce qui concerne l'électricité et le gaz. Alors, très rapidement, en fait, dès 2021, 3 éléments corrélés ont entraîné un mouvement soudain de la hausse du prix de l'énergie, et notamment du gaz et du charbon. 3 éléments, le premier d'abord climatique. En 2021, un été très chaud et un hiver froid, et donc l'accroissement de la consommation. Deuxièmement, économique, avec à l'échelle du monde une reprise intense de l'activité post-Covid, entraînant là aussi une forte consommation d'énergie. Géopolitique. Le troisième élément, c'est d'abord, en 2021 toujours, le renoncement par la Chine au charbon australien, ce qui accroît très fortement le recours de la Chine au gaz. Et avant même le début de la guerre en Ukraine, des tensions entre la Russie et l'Ukraine qui amènent une forte réduction du transit du gaz russe par l'Ukraine. La guerre, naturellement, malheureusement, amplifie aujourd'hui de façon majeure le problème de l'approvisionnement de l'Europe au gaz russe. Résultat, eh bien, une hausse du gaz en France de plus de 50% entre janvier 2021 et septembre 2021, et puis avec l'annonce d'une nouvelle hausse de 12%, 12,6% en octobre, la décision par le gouvernement français de bloquer le prix du gaz. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous de notre dépendance au gaz russe en Europe et en France? Alors, l'Union européenne est dépendante pour plus de 90% de ses approvisionnements en gaz. Et ses principaux fournisseurs sont la Russie pour 41% et la Norvège pour un peu plus de 16%. Cependant, tous les pays ne sont pas également dépendants. Une bonne nouvelle pour la France, donc, eh bien, c'est la Norvège qui est son premier fournisseur pour plus de 30%. Et nous sommes dépendants du gaz russe pour 17% de nos importations. Mais l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne dépend à 55% du gaz russe, la Pologne à 57%. Retenons que les pays situés le plus à l'est de l'Union européenne sont très dépendants du gaz russe aujourd'hui. Je vous laisse lire la carte, la Finlande à 75%. Enfin, voilà, vous voyez les chiffres comme moi. Et donc, on remarque effectivement nous avons une grande dépendance au gaz russe. Mais vous allez me dire, nous parlons maintenant de la hausse du coût du gaz. Pourquoi celle corrélée de l'électricité? Alors, je vais me permettre une explication, une petite suite logique en 5 points très rapides. D'abord, le prix de l'électricité est fixé sur le marché de gros européen. Deuxièmement, l'électricité est produite
à partir de différentes sources de production que l'on va appeler les unes après les autres selon les besoins et de la moins chère à la plus chère. Aujourd'hui, par exemple, quand on a besoin d'électricité, les de production appelées sont les renouvelables, puis l'hydraulique, vient le nucléaire et enfin le gaz et le charbon qui sont sources de production les plus chères. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus important, le coût de l'électricité est donc fixé par le coût, on va dire plus précisément le coût variable de la dernière source de production à laquelle on a fait appel, c'est-à-dire quand la production des autres sources n'est pas suffisante. Si on doit faire appel aux centrales à gaz, et c'est le cas aujourd'hui dans cette période de forte consommation, c'est donc le coût variable des centrales à gaz qui sera retenu pour fixer le prix de l'électricité. Or, on l'a vu, le coût des centrales à gaz dépend des prix internationaux du gaz qui a donc extrêmement augmenté depuis 2021, d'où mécaniquement, dès lors qu'on fait appel aux centrales à gaz, eh bien, la fixation mécanique du prix de l'électricité à un niveau extrêmement élevé. Enfin, le coût dépend aussi, mais vraiment dans une moindre mesure, du permis d'émission de CO2 qui a augmenté, mais laissons cela pour l'instant pour retenir l'essentiel du mécanisme sur le marché. Alors, on a vécu donc un moment historique en décembre 2021. Rappelons-nous, depuis près de 20 ans, le prix de l'électricité se situait autour, globalement, de 50 € du mégawattheure. Il y avait quelques variations, mais voilà, c'était son prix, j'allais dire, usuel. En 2021, pour tous les éléments que l'on a vus, l'augmentation des prix a été exponentielle. 80 € du mégawattheure en avril 2021, 200 € le 7 décembre pour atteindre 400 € du mégawattheure le 22 décembre 2021. Et malheureusement, les prix se maintiennent aujourd'hui à ces niveaux les plus élevés. Donc, face à ces augmentations, des mesures ont été prises pour amortir le choc, notamment en France. Quelles sont ces mesures rapidement? Vous les connaissez, juste les rebalayer rapidement. Donc d'abord, c'est la suppression de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, c'est la limitation des tarifs réglementés de vente d'électricité à 4%. Je vous rappelle que la Commission régionale de l'énergie proposait une augmentation de plus de 40%. Donc là, il a été décidé, on bloque les tarifs ne peuvent pas augmenter de plus de 4%. Et EDF, pour le gaz aussi, blocage du prix du gaz. Et pardon, je parle sous le contrôle d'Engie, naturellement, ce n'est plus maintenant jusqu'au 30 juin, puisque cette mesure a été étendue, je crois, jusqu'à la fin de l'année. Et dernière mesure, EDF devra, pour l'année 2022, distribuer 20 TWh d'arrêt supplémentaires sur le marché français. Alors là, une petite incise, et j'en terminerai là, Rennes, que se cache-t-il sous ce mot barbare et que doit faire EDF donc à ce titre? Eh bien, une explication finalement, l'explication est simple. EDF a l'obligation, je dis bien à l'obligation, cela s'impose à elle, de mettre à disposition des fournisseurs, donc des vendeurs d'électricité, une part de l'électricité nucléaire qu'elle produit. Et pas n'importe quelle part, 100 TWh, c'est énorme, c'est le tiers de sa production nucléaire actuelle. Et non seulement donc elle doit vendre le tiers de sa production donc aux autres fournisseurs, mais à un prix fixé à 42 € du mégawattheure depuis 2011. Je vous rappelle les prix du marché aujourd'hui, donc vous voyez effectivement l'écart. Et en fait, la mesure qui s'impose encore aujourd'hui à EDF, c'est que donc EDF doit rajouter 20 TWh de plus de sa production pour la distribuer aux autres fournisseurs. Ces 20 TWh à un prix légèrement plus élevé, à 46 € du mégawattheure, donc un prix qui reste naturellement très en deçà du prix du marché. Alors,
C'est une mesure, effectivement, pour EDF, une mesure très, j'allais dire, douloureuse, mais il faut savoir que les fournisseurs qui bénéficient de cette électricité au prix que nous venons de citer doivent répercuter dans leur facture celle qu'ils font à leurs consommateurs, qu'ils soient les ménages, les industries, etc., doivent répercuter ce prix modéré, très modéré de l'électricité dans leur facture aux consommateurs. Donc voilà, c'est un ensemble de mesures qui ont été prises donc, pour amortir le choc. Et puis je rajouterai simplement, là ça concerne EDF, mais je pense que c'est aussi des mesures de solidarité qui comptent aujourd'hui, c'est que EDF a décidé de ne procéder à aucune coupure d'électricité, même après la trêve hivernale. Voilà, pardon, j'ai déjà été un peu long, mais il me paraissait intéressant quand même de livrer quelques clés. Pardon, c'était naturellement un peu lapidaire je ne suis pas entrée dans les détails, mais pour au moins comprendre les raisons pour lesquelles nous faisons face aujourd'hui ensemble à la hausse du prix de l'énergie. Merci beaucoup Geneviève. Peut-être, Monsieur le maire, une première réaction à ces éléments techniques et complexes, mais qui nous éclairent sur la corrélation entre le coût de l'électricité, le coût du gaz et le marché très volatile finalement de l'énergie. Oui, bonjour à tous. Merci effectivement pour ce propos introductif et ces éléments à la fois techniques, mais je pense qu'il était essentiel à rappeler. Déjà, merci parce que ça m'évite de devoir le faire et je ne l'aurais pas fait aussi bien. Donc, pour le coup, merci pour cette intro. Non, je pense que, et c'est pas pour enfoncer des portes ouvertes, mais mes collègues maires le savent, on est aujourd'hui dans une situation qui est complexe pour les collectivités, notamment pour le bloc communal. Et il y a eu et il reste toujours beaucoup d'incertitudes quant à l'évolution de ces dépenses énergétiques. On a tous voté là dernièrement nos budgets, on a un petit peu navigué à vue, je pense. Je pense que les DM seront assez nombreuses, notamment pour des aspects RH, mais ça, ce n'est pas le sujet qui nous concerne aussi aujourd'hui. On le constate. Aujourd'hui, je reviendrai en détail un peu plus longuement tout à l'heure sur la façon dont on a vécu, nous, cette hausse des tarifs de l'énergie à Villepreux et puis ce qui ressort aussi de la part des collègues, quelle que soit finalement la situation aussi géographique des communes. C'est que ça a été très difficile à anticiper parce qu'il y a évidemment des raisons conjoncturelles que vous avez évoquées. Et la crainte qu'on peut avoir aussi aujourd'hui, à mon sens, c'est que ces raisons deviennent structurelles, en tout cas pour une partie d'entre elles. Personne ne sait combien de temps va durer le conflit en Ukraine. Personne ne sait combien de temps le gouvernement sera aussi dans la capacité, quel qu'il soit d'ailleurs le gouvernement, mais dans la capacité d'amortir le choc. Par ailleurs, rappelons néanmoins qu'au-delà de certaines collectivités, notamment celles qui ont moins de 2 millions de budget de fonctionnement, les autres collectivités n'ont pas été concernées par ce bouclier tarifaire, qui est évidemment quelque chose qu'on peut saluer à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Mais aujourd'hui, les collectivités locales ont quand même été les grandes oubliées de cette protection. J'y reviendrai, mais pour moi, il y avait quelque chose qui était, je crois, important à faire et qui n'a pas été fait. Et c'est avec l'Association des petites villes de France qu'on l'avait demandé. Je suis également membre de cette association et je sais que du côté de l'AMIF, on partageait aussi cela. C'était d'avoir une dotation énergie exceptionnelle. Et encore une fois, je pense que nous sommes tous aujourd'hui responsables dans la façon de maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Mais quand vous avez aujourd'hui 90% des communes qui ont subi ces hausses des tarifs de l'énergie, avec parfois des évolutions qui pouvaient aller de 200 à 500%. Quelques exemples de villes à l'esprit où des collègues m'ont dit devoir avoir dû parfois doubler ou tripler leurs dépenses d'énergie. C'est pas quelque chose qui pour nous est tenable, parce que ça se cumule aussi à d'autres contraintes, à d'autres évolutions sur lesquelles on reviendra peut-être, mais qui rendent aujourd'hui les choses très complexes. Moi, je suis élu uniquement depuis 2020, mais j'ai pu partager avec de nombreux collègues sur le sujet, et tous me disent, Jean-Baptiste, il est de plus en plus difficile pour nous de boucler un budget. Et notamment sur la partie fonctionnement, qui a évidemment des répercussions majeures aussi sur l'investissement. Et ça, on y reviendra, parce que finalement, le drame de tout cela,
c'est pas qu'on soit en faillite, évidemment, mais c'est que nous n'ayons plus aucune marge de manœuvre et que nous ayons une épargne brute qui soit réduite à peau de chagrin, parfois même sur certaines collectivités, une épargne qui se rapproche d'une épargne négative. Et donc finalement, qu'on ne puisse pas faire aussi, je pense à certains travaux essentiels de rénovation énergétique qui pourtant participent à diminuer nos dépenses d'énergie. Et c'est un peu l'affaire du serpent qui se mord la queue, puisque aujourd'hui, plus nos marges diminuent en raison aussi de ces hausses tarifaires, moins nous avons la possibilité d'investir pour l'avenir et de faire ces travaux qui sont nécessaires. Je ne m'attarde pas plus longtemps sur cette première intervention, mais en tout cas, je pense que c'était important de faire cet éclairage parce qu'on voit qu'il n'y a pas uniquement un seul facteur ou une seule raison qui viennent aujourd'hui poser cette situation qui, encore une fois, est complexe pour nous tous. La question qu'on se pose, tous, je crois, ici aussi, c'est combien de temps est-ce que cela va durer et il faudra qu'on soit accompagné. Il faudra qu'on soit accompagné à la fois sur, on va dire, l'urgence de pouvoir compenser certaines hausses de dépenses qui, pour des collectivités, ont amené nos collègues maires soit à renoncer ou à reporter des investissements, encore une fois, soit parfois à augmenter la fiscalité alors qu'ils s'étaient engagés lors de leur campagne municipale à ne pas le faire. Et je ne porte pas jugement et ne leur jette pas la pierre, puisque aujourd'hui, les marges sont encore une fois de plus en plus minces. Voilà, en tout cas, c'est tous ces sujets-là aujourd'hui qui nous préoccupent. Et j'aurai l'occasion, encore une fois, peut-être d'y revenir un peu plus en détail, mais merci pour ce panorama complet des raisons, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les raisons de la hausse de ces tarifs de l'énergie, et c'est vrai que parfois, même nous, élus, on pourrait un peu s'y perdre. Et je crois que c'était important de reposer le contexte. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On va venir à l'impact sur les collectivités pour compléter votre propos et je vous proposerai de réagir à nouveau ensuite. Nous avons déjà quelques questions dans le chat. Je propose qu'on garde les questions pour la fin, pour laisser une grande part aux échanges, ce qui nous permettra d'aller plus rapidement dans le fond du sujet. Donc, merci de patienter jusqu'à la fin des interventions. Clément Bousquet, vous représentez CBG Territoire et je vous propose de nous éclairer sur l'impact direct sur les collectivités. Je pense que vous pourrez largement rebondir sur les propos de Monsieur Amonique. Je vous laisse la main. Oui, bonjour à vous tous et très heureux d'intervenir dans cette AMIF partenaire. Il est en effet important de mesurer les impacts qui sont importants aujourd'hui pour les collectivités locales, même si ces impacts sont différents en raison de règles budgétaires. D'abord, toutes les collectivités ne sont pas impactées sur l'exercice 2021 de la même manière en raison des règles de rattachement des factures ou non. Et ça, c'est un point qui est important parce que les communes de moins de 3 500 habitants ne sont pas obligées de rattacher les factures qui sont arrivées en fin décembre sur l'exercice 2021 et peuvent le payer qu'en 2022. Donc, on a des collectivités qui, de manière théorique, vont avoir des exercices budgétaires 2021 pas aussi mauvais que ce qui n'y paraît, puisque les factures porteront sur l'exercice 2022, seront payées sur l'exercice 2022. Pour les communes de plus de 3 500 habitants, en principe, il y a un rattachement qui est effectué, c'est-à-dire que même si la facture est intervenue fin décembre, elle sera payée en janvier, mais bien rattachée sur l'exercice 2021. Donc, on a aujourd'hui, pour simplifier mon propos, deux types de collectivités locales. Les collectivités locales qui, dès le compte administratif 2021, on va bien voir apparaître la hausse de l'énergie parce que les factures ont été rattachées, et d'autres collectivités, parce que les factures n'ont pas été rattachées, qui vont finalement subir davantage l'événement en 2022 avec un effet retard. Ça, c'est un point qui est important parce que, en effet, quand peut-être on va faire des analyses macro de la hausse de l'impact de l'énergie, quand on aura les comptes de gestion 2021, il faudra regarder cet élément-là parce que ça va venir, pour certaines communes, nuancer la hausse, alors que la hausse est bien réelle, mais elle est juste décalée dans le temps. Ça, c'est le premier point qu'il est important de réaliser quand on est sur une analyse financière. Ensuite,
Il y a un deuxième point et un deuxième décalage dans le temps ou d'impact, c'est que tous les tarifs sont souvent liés à des indices de révision des prix. Or, ces indices de révision des prix sont négociés dans les contrats et ne sont pas identiques en fonction des collectivités locales. Et donc, c'est tout simple. Si on dit qu'on prend 100% de l'augmentation de l'indice sur le prix, ben on se doute bien que quand l'indice va évoluer, le prix va évoluer. En revanche, si on le pondère à hauteur de 50-60%, cette hausse sera moins immédiate. On voit notamment cet impact de l'indice des prix sur les réseaux de chaleur. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés, sont raccordés à des réseaux de chaleur, mais vous verrez qu'en fonction des réseaux de chaleur, en fonction de comment a été négocié le contrat initial sur le prix d'indice des révisions, vous serez plus ou moins sensible à telle ou telle variation. Au-delà du mix énergétique, il y a bien cet enjeu de, en fonction des formules de calcul, il y a plus ou moins un impact direct et c'est donc important que vous fassiez le point sur vos formules de révision des prix pour savoir comment vous allez être impacté. Alors ensuite, quel est l'impact finalement de cette hausse des prix? Et là, je vais finalement redire d'une certaine manière, avec un exemple concret, ce que vient de dire Monsieur le maire. Pourquoi? Parce que pour bien mesurer cet impact finalement sur vos marges de manœuvre et sur votre capacité à investir, il y a 3 points qui est essentiel. D'abord, il faut bien mesurer le poids des dépenses de fluide dans le budget durant les dernières années. Ensuite, il convient de mesurer l'impact de la hausse du prix des fluides sur l'épargne de la collectivité et mesurer l'impact sur la capacité à investir de la collectivité. Et on sait que globalement, de manière un peu caricaturale, mais qui reste vraie, 1 euro de perdu en section de fonctionnement, 1 euro d'épargne de perdu en section de fonctionnement, c'est une capacité d'investissement imputée de 2 euros en investissement. Alors, au-delà de cet exemple théorique, je vais vous prendre un exemple d'une commune de 3000 habitants environ. Vous voyez, j'ai pris vraiment que les chapitres budgétaires qui décrivent les fluides. Donc, je limite l'impact parce qu'on sait que l'impact des fluides est bien plus important que uniquement sur ces trois chapitres que sont l'électricité, le combustible et le carburant. On a globalement, là, vous voyez, pour cette commune de 3000 habitants, 105 500 euros sur des recettes de fonctionnement de 2 millions d'euros. D'accord ? Donc, on a 2 millions d'euros de recettes de fonctionnement et 105 000 euros de recettes de fonctionnement. Et on avait une épargne qui était de 200 000 euros. Globalement, on va considérer qu'on a une hausse de 50%. Vous voyez, à peu près 50%, on va monter à 150 000 euros. On va considérer que nos dépenses d'électricité passent de 100 000 à 150 000 euros. Ça entraîne quoi? Ça entraîne une perte de notre épargne qui passe tout simplement de 200 000 à 150 000. Ça enlève une capacité d'investissement pour une commune de 3000 habitants de 100 000 euros par an. 100 000 euros par an, si vous multipliez par 6 ans, ça fait 600 000 euros d'investissement qui disparaissent. C'est considérable pour une collectivité de taille de 3000 habitants, avec des ratios qui sont plutôt satisfaisants. Vous voyez, j'ai montré une collectivité qui avait une situation saine, avec un niveau d'épargne de 20%. Toutes vos collectivités n'ont pas un tel niveau d'épargne aujourd'hui, et souvent, on est plutôt entre 10 et 15%. Donc, vous voyez, même quand on est dans une situation financière saine, on mesure directement l'impact sur la section d'investissement. Et en effet, aujourd'hui, à cause de l'augmentation du prix, des collectivités qui avaient une épargne moins forte que celle qui vient d'être évoquée aujourd'hui peut entraîner une diminution de ces marges de manœuvre. Alors, comment aujourd'hui vous aider dans la mise en œuvre du suivi de ces dépenses? Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de réussir véritablement à mettre une comptabilité analytique pour mesurer les dépenses qui peuvent être économisées par rapport à votre souhait de capacité à investir, chiffrer l'économie à réaliser soit par compétence, soit par service, ou soit par bâtiment, et de le fiabiliser
de fiabiliser vos objectifs et l'atteinte de ces objectifs par la mise en place d'indicateurs. Et dans le même temps, il faut bien sûr que vous mettiez, mais ça c'est plus de la commande publique, en place une véritable stratégie d'achat, de vérifier que votre stratégie d'achat est pleinement efficiente. Voilà les quelques éléments que j'avais à vous dire et je suis à votre disposition. Merci beaucoup Clément. Monsieur le maire Jean-Baptiste Amonique, peut-être une intervention, puisque là on rentre dans la mécanique de la gestion de vos budgets d'énergie. Est-ce que vous avez une réaction à d'être dit? Effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a été très difficile pour nous à anticiper et finalement de faire des projections. Je vais peut-être juste dresser très rapidement le portrait robot de ma commune parce que peut-être que certains se reconnaîtront. Bon, je suis à 12 000 habitants, Villepreux, commune des Yvelines, dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, mais à la frontière de celle de Versailles-Grand-Parc et finalement intégrée à la plaine de Versailles, une commune qui est à 75% en territoire naturel, boisé ou agricole. Effectivement, on a aujourd'hui 49 bâtiments municipaux, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure, qui sont des vieux bâtiments. Donc, ça pose aussi la question, mais je pense que ça fera partie de nos échanges de l'investissement aussi à avoir sur ces bâtiments. Quand on a construit le budget, évidemment, je pense qu'on ne va pas se mentir les uns et les autres. Je ne dirais pas que c'était à la louche ou un peu au doigt mouillé, mais en tout cas, on a essayé de se baser sur des indicateurs et puis sur des prévisions et des projections qu'on pouvait obtenir de la part des études, comme les spécialistes qui sont avec nous ce matin ont pu nous montrer. Moi, on a réussi. Je dirais qu'on a eu de la chance à Villepreux, puisque en raison de nos marchés, et ça sera aussi une question que je poserai aussi à nos intervenants tout à l'heure, mais en raison de nos marchés à la fois de gaz qui courent jusqu'à 2026 et d'électricité jusqu'à 2024, d'une, on n'était pas en période de renouvellement de contrat, on a évidemment du forfaitaire, et au niveau des indices aussi, on n'a pas été tellement impacté. Moi, c'est une évolution globalement de 5% de l'électricité et de 2% du gaz. Juste pour vous donner une idée, je suis à 273 000 euros en 2021. Enfin, j'étais à 273 000 euros en 2021 sur l'électricité. Les projections, parce qu'on essaie d'anticiper sur les prochaines années, évidemment avec toutes les variables et tous les aléas qu'on peut maîtriser, on serait en 2026 à 420 000. Donc, on se prend facilement presque 200 000 euros de plus en l'espace de 5 ans. Au niveau du gaz, aujourd'hui, on est à 128 000 euros et le carburant aussi qu'il faut évoquer, puisqu'on a tous aussi des flottes de véhicules, et même si je sais qu'avec l'ensemble des collègues, on a tous à cœur de faire des efforts sur les renouvellements des flottes pour avoir des flottes propres aussi, évidemment que ça va prendre un peu de temps et le carburant est aussi un sujet. Donc, moi, je dirais que je suis assez perplexe sur l'évolution des choses et sur la suite à venir, parce que finalement, sur cette question des tarifs de l'énergie, avec encore une fois, les prévisions, les projections qui pourront être réalisées, je pense que sur les prochains exercices budgétaires, on se posera toujours ces questions du budget à prévoir, à anticiper, et même avec des prévisions parfois un peu pessimistes, on pourra s'apercevoir qu'on est en deçà. C'est un peu comme quand vous calculez un peu par avance la notification de votre DGF en vous disant, bon, globalement, on devrait perdre à peu près ça, et puis vous vous rendez compte en fait que la notification est beaucoup plus douloureuse que prévu. Bon, toute ressemblance avec… non, mais en tout cas, le vrai sujet, c'est sur le slide qui a été montré à l'instant par M. Bousquet, c'est-à-dire que, et je partage totalement, les impacts et les indicateurs, pour moi, ils sont effectivement de deux ordres. C'est l'impact de la hausse des dépenses de fonctionnement et donc la partie énergie sur le budget global de fonctionnement et sur l'épargne brute. Puisque le nerf de la guerre, ça reste l'épargne brute. Moi, je vous prends un exemple aussi sur Villepreux. On arrivait à se dégager entre 500 000 et parfois 800 000 euros d'épargne
chaque année, ce qui était quand même intéressant pour pouvoir derrière réinvestir. Bon, la situation aujourd'hui, c'est qu'on est à 100 000. Ce n'est pas uniquement lié, hein, encore une fois, à l'augmentation des dépenses de l'énergie, mais ça vient se cumuler à d'autres facteurs. J'évoquais la DGF, on peut parler de la péréquation, parce que même si je reconnais à ce gouvernement d'avoir stabilisé les dotations au niveau d'une moyenne nationale, la réalité, c'est que quand vous êtes dans un département comme le mien, dans les Yvelines, sur un peu plus de 260 communes, vous en avez bien 240, 250 qui voient leur DGF baisser, avec des collègues qui ont été notifiés que leur DGF est aujourd'hui à 0. Parce que le potentiel fiscal de nos habitants, effectivement, est fort, est jugé fort. Nous sommes considérés comme des communes riches et que nous participons de plus en plus. Je pense à ça, je pense à ces communes, je pense pourquoi je vous parlais des 75% aussi naturels, puisque j'ai hérité d'une commune qui aujourd'hui est déficitaire et qui est carencée, en tout cas sur le logement social. Donc, on est à 17% sur SRU. Ça veut dire que ça se traduit aussi par des pénalités financières. Les ressources humaines dans des villes qui évoluent comme nous. J'ai dit que j'étais à 12 000 habitants. Il y a 4 ans et demi, j'étais à 9 000 habitants. Donc, effectivement, quand vous passez de 9 000 à 12 000 en 4 ans et demi, il faut bien adapter les services. Ça veut dire que si vous avez un nouveau quartier avec des espaces verts, il faut bien des agents pour entretenir ces espaces verts. Ça veut dire que quand vous ouvrez une nouvelle école, et mes collègues le savent, il faut embaucher des ATSEM. Voilà, donc il y a aussi une augmentation du dépense du personnel qui vise uniquement à maintenir une qualité de service. Attention, il ne faut pas penser, il ne faut pas laisser croire qu'on serait tous des dépensiers irresponsables. Je crois qu'il n'y a pas un seul maire aujourd'hui ici qui n'est pas vigilant à la façon dont il déploie ses dépenses de fonctionnement, mais il y a des dépenses qui deviennent des dépenses obligatoires et qui, à mon sens, ne sont pas encore considérées comme l'État comme étant des dépenses obligatoires. Quand vous avez une évolution de la population qui est parfois subie, qui n'est pas toujours la résultante de choix politiques, évidemment qu'on veut bien accueillir tout le monde et on doit maintenir une qualité de service. Et donc finalement, et je crois qu'on va en reparler aussi tout à l'heure, c'est quelles sont les marges de manœuvre que nous avons. J'aurais pu revenir sur l'ATH, j'aurais pu revenir sur tout un tas de choses. On reviendra peut-être aussi sur la partie RH, sur les annonces sur le point d'indice, parce que même si socialement, je soutiens cette mesure et je la comprends, quid la CVAE aussi, des propositions comme ça qui sont évoquées. Bon, un contexte aussi d'inflation sur, je pense, tous nos chantiers en cours. Je pense que tout le monde le voit. Aujourd'hui, on doit être un certain nombre à ouvrir des plis sur des marchés publics pour des projets d'investissement. D'ailleurs, je vous encourage à regarder la dernière circulaire du Premier ministre qui, évidemment, vise à sécuriser les entreprises, mais qui appelle en tout cas les collectivités à pouvoir en tout cas avoir cette part variable dans les coûts. Ça, ce n'est pas des choses qui sont de nature à nous rassurer. Je ne serai pas plus long à ce stade-là non plus, mais le nerf de la guerre, ça a été bien dit par M. Bousquet, et les deux indicateurs, moi, c'est vraiment ceux-là que j'ai regardé chez moi, c'est l'impact sur l'épargne et par effet de corrélation, évidemment, la capacité à réinvestir derrière. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, effectivement, on comprend que la question budgétaire, elle est au cœur du sujet. Stéphane Cochepin, peut-être une intervention sur les quelques leviers que l'on peut avoir, et Marie-Hélène ensuite. Je vous laisse la main. Bien, merci à toutes et à tous de nous accueillir pour parler d'un sujet qui est brûlant d'actualité. On l'a vu encore hier soir lors du débat, ça a été le début du débat, le milieu du débat et la fin du débat. Donc c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'inquiétudes et qui effectivement impacte beaucoup les collectivités locales qui, comme l'a rappelé le maire, aujourd'hui ne sont pas encore entendues sur leurs revendications quant aux dotations et autres boucliers. Mais peut-être des choses évolueront-elles. Sur le sujet que je voudrais aborder, c'est, en complément de ce qu'a expliqué EDF, bien sûr, c'est revenir sur quelques actions qui sont possibles de mener directement pour que vous puissiez agir sur votre budget énergie.
à la fois à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors évidemment, il n'y a pas de sujet, une solution miracle, mais ce sont des actions qu'il faut avoir en perspective et qui sont de nature différente. Cette courbe, elle revient exactement à ce qu'a dit tout à l'heure nos amis d'EDF. Elle montre la volatilité, puisque nous sommes sur un marché des énergies qui est extrêmement volatile. Et effectivement, après une période longue, aux alentours de 50 € du mégawattheure, je parle de l'électricité, elle s'est envolée. Je reviendrai sur cette courbe à 2 ou 3 reprises. Elle a le mérite de montrer les événements politiques qui ont été décrits et autres qui viennent impacter directement les prix de l'énergie, ce qui va parfaitement illustrer le premier propos qui est sur l'ingénierie des prix et la nécessité, par exemple, d'acheter mieux. Et donc, c'est un sujet sur lequel on travaille bien sûr avec nos clients depuis de nombreuses années, mais on s'aperçoit que les collectivités plutôt de petite taille ne sont pas non seulement rompues, aguerries aux techniques d'achat. C'est par exemple la nécessité d'anticiper ces achats, de ne pas attendre que la fin du marché intervienne pour relancer sa consultation. Aussi, on a vu à travers les gros acheteurs, les syndicats départementaux d'énergie, je crois que le CIGEF est là, peut-être le Cyperec, l'ETID aussi, eux sont rompus aux achats. Ils achètent sur des longues périodes et on anticipe la fin du marché pour acheter, là encore on le verra dans le deuxième point, au meilleur moment. Donc, et si on revient juste une fraction de seconde sur le slide précédent, alors j'avais mis des flèches à un moment, mais elles ont, je crois, disparu. Par exemple, si vous avez sur la dernière période des fluctuations extrêmement importantes d'une semaine à l'autre, j'allais dire même d'une journée à l'autre. Au sein d'une même journée, on peut avoir 30, 40 € d'écart sur les prix de l'énergie et les prix de l'électricité. Donc, acheter mi-janvier, ce n'est pas du tout la même chose que d'acheter une semaine après. Les écarts sont, par exemple, de 50, 100, 150 € d'écart du mégawattheure. Donc, il est très important, et je voudrais bien revenir pour le coup, merci, sur le slide suivant, d'anticiper ces achats. Un seul exemple, c'est, voilà, on reprendra par exemple l'exemple de l'électricité. On a beaucoup parlé d'électricité, le gaz c'est à l'identique dans des moindres proportions. D'anticiper, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez votre énergie pour 2023, vous la payez, alors c'est une valeur qu'il y a une quinzaine de jours, mais elle reste valable dans sa proportion, aux alentours de 200 € du mégawattheure. Vous achetez aujourd'hui pour 2024, cette électricité, vous la paierez 122 € du mégawattheure. Et vous l'achetez pour 2025, vous l'achèterez 100 € du mégawattheure. Donc, anticiper son achat, sans attendre la fin de son marché, c'est la garantie d'acheter au meilleur prix, j'allais dire, ou à un prix qui est moins important que d'attendre la fin de son marché. Et c'est un peu comme, si on prend un exemple très simple, c'est celui d'acheter son billet de train. On peut toujours se dire, on va attendre la dernière seconde, on va peut-être bénéficier d'une promo, et puis finalement, on rate l'affaire. Et effectivement, plus on l'achètera tôt, son billet de train, mieux on se portera. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de l'acheter, on reste sur cette slide, au bon moment. Parce qu'effectivement, on vous conseille, et ça c'est quels que soient les volumes de consommation, d'acheter par prise de position. Alors évidemment, ce sont des techniques qui sont techniques et qui nécessitent d'être accompagnées par un bureau d'études ou son fournisseur ou un fournisseur de votre choix, bien sûr, pour vous faire accompagner si vous n'êtes pas rompu à ces méthodes d'achat. Donc vous allez dans un premier temps, effectivement, mettre en compétition les fournisseurs sur leurs coûts commerciaux. Ça sera la première étape. Et la deuxième étape, ça sera de demander au fournisseur qui est retenu d'acheter au meilleur moment, compte tenu de sa technicité, les prix de l'énergie. On l'a vu à travers l'exemple qui est là. Donc, ça, c'est deux aspects à court terme qu'il faut avoir absolument en tête, notamment quand on n'est pas membre d'un gros groupement ou d'un syndicat ou d'un groupement d'achat, c'est d'anticiper pour acheter dans la durée et plus longtemps après, et d'acheter au bon moment, puisque les fluctuations sont extrêmement fortes d'un jour à l'autre. Si on enchaîne sur le slide d'après, je prends juste l'exemple d'une collectivité ou d'un groupement de communes de 80 000 habitants. Dans le monde d'avant, je vais aller très vite, vous aviez en électricité, par exemple, un budget annuel de 3,5 millions. Vous aviez, sur une consultation, un écart entre fournisseurs inférieur à 100 000 € sur les coûts commerciaux dont je parlais tout à l'heure.
Et aujourd'hui, avec une collectivité qui tient compte, ça a été évoqué, de l'AREN, je ne rentre pas dans la technicité, mais admettons que cette collectivité ait 50% de sourcing AREN, donc de capacité à acheter son énergie à 42 ou 46 euros demain avec les 20 TWh de plus qui a été évoqué par EDF. Eh bien, si vous l'achetiez le 14 septembre, vous passiez déjà à 4 millions d'euros, c'était les augmentations dont on avait parlé tout à l'heure, 15% par exemple. Et si vous l'achetiez par quelques mois après, le 2 mars, eh bien vous étiez à 5,5 millions d'euros. Donc c'est là où on voit, ça corrèle bien sûr exactement les propos qui ont été évoqués aussi par notre consultant, que le moment de l'acheter est extrêmement important. L'autre point qui est plus à moyen terme, ce sera la slide d'après, ça sera, je vous ai évoqué rapidement le décret éco-énergie tertiaire, puisqu'on dit toujours la grande formule, l'énergie qui coûte le moins cher, celle qu'on ne consomme pas. Dans les faits, c'est maintenant une obligation pour les collectivités de passer à l'action. Parce qu'on aura, effectivement, cette crise aura eu un mérite, c'est la nécessité pour tout un chacun d'être nombreux autour de la table, ça montre bien l'actualité, de s'intéresser pleinement à la problématique et d'agir. Donc, on est tous collectivement au pied du mur et il faut agir. C'est consommer moins. Donc là, vous connaissez le décret, j'imagine, j'y vais très très vite. C'est la nécessité d'ici septembre de retenir une période d'1 an de vos consommations, probablement celles où vous aviez consommé de façon la plus élevée, avec des objectifs extrêmement ambitieux et forts de la part du gouvernement, de baisser vos consommations et donc vos factures. C'est 40% en 2030, donc c'est une trajectoire qui s'échelonne jusqu'à 2050, c'est très élevé. Sur la slide précédente, on voit que par rapport à cette obligation, suivant, je suis désolé. Merci. On aura des sanctions, ce sera la slide encore d'après. Vous savez que là, par exemple, ce sont les collectivités qui ont des surfaces de plus de 1000 m², de bâtiments de plus de 1000 m², et des exemptions. La slide est partie, mais c'est très rapide, vous les aurez, je pense, après. Il y a des bâtiments qui sont exclus. Enfin, tout ce qui a plus de 1000 m² sont concernés par la nécessité de se déclarer. Slide suivant, s'il vous plaît, sur un site qui s'appelle Opérat, qui est un site de l'ADEME, où il vous faudra donner effectivement la période de référence, les bâtiments concernés et aussi votre plan d'action, qui nécessitera certes des investissements de votre part, mais qui aura comme conséquence de réduire les consommations. Donc évidemment, tout ça, si ce n'est pas fait, il y aura des dénonciations, c'est ainsi c'est nommé par l'ADEME, et vos collectivités seront nominativement affichées, donc en termes de communication, ce n'est pas le top non plus. Et puis, il y aura des sanctions financières, dont je vous laisse prendre les montants en considération. Ça ne va pas aider les budgets de fonctionnement si l'obligation n'est pas satisfaite. Dans le slide suivant, je voudrais évoquer même peut-être la slide d'après, parce que j'ai fait, moi, une inversion, c'est rappeler le contexte sur les questions des ENR. Donc, le gouvernement a fait des annonces importantes fin d'année dernière sur notamment le photovoltaïque en France, avec les 1000 projets PV sur des fonciers. Et bien sûr, la problématique est essentiellement d'acquérir du foncier. On y revient juste dans quelques secondes. De les accompagner, les collectivités, de vous accompagner en finançant des conseillers en photovoltaïque. Et tout ça sera labellisé par un label, donc ville et département solaire. Si on revient juste sur la slide d'avant, vous avez 2 actions possibles. C'est de traditionnelles solutions photovoltaïques sur le bâtimentaire, donc sur les bâtiments, par exemple de la collectivité, évidemment, ce sont des petites surfaces, et là vous serez donc en autoconsommation, et donc vous ne passerez pas par le réseau Enedis. Et je voudrais mettre l'accent sur le picto de droite, c'est ce qu'on appelle en anglais, puisqu'il n'y a pas encore de traduction française, ça peut être l'électricité premium si on veut, mais un contrat avec un producteur direct d'énergie, c'est-à-dire que vous avez un foncier disponible, et ça c'est tout l'enjeu sur lequel on voudrait insister un petit peu, parce que c'est un foncier délaissé, parce que c'est un foncier qui est de mauvaise qualité, qui ne sert à rien, eh bien ce foncier va servir à accueillir une ferme solaire investie par l'opérateur qui sera retenu bien évidemment, et la production de cette électricité, ENR, sera intégralement attribuée à un consommateur ou des consommateurs que peut être la collectivité locale. Il y a un exemple en Île-de-France qui est Marcoussis, bien sûr, la ferme solaire de Marcoussis, mais quand on voit Marcoussis, c'est une électricité qui est réinjectée dans le réseau. Donc là, l'idée d'aller plus loin, ça serait de faire en sorte que cette électricité qui est produite sur le territoire de la commune de Marcoussis puisse servir à l'alimentation des besoins en électricité
de la collectivité locale et pourquoi pas d'entreprises situées du territoire pour pouvoir avoir cette consommation en local. Donc là, il y a encore des évolutions à faire sur le code de la commande publique, mais la direction des affaires juridiques de Bercy, appuyée par la FNCCR, prochainement on intervient devant la France urbaine, les grandes villes de France, très sensibles aussi à ce sujet, c'est un sujet d'avenir. Donc on a là 2 sujets sur le photovoltaïque qui permettent d'avancer significativement et de régler un certain nombre de points sur la valorisation d'un foncier non utilisé à date, de décarboner l'énergie, d'avoir un prix compétitif et d'avoir des investissements dans les territoires. Et je voudrais juste conclure en reprenant la slide d'après, ou en prenant la slide d'après, ou même celle d'après encore, puisqu'on va essayer d'aller plus vite. Voilà, je termine là-dessus. Ça reprend le slide d'origine. Vous avez vu la volatilité. Eh bien, les solutions photovoltaïques, en règle générale, on a pris des marges extrêmement importantes, vous permettent d'avoir un prix entre 50 et 75 euros du mégawattheure. C'est le bandeau en violine qui est là et qui met effectivement à l'abri des fluctuations de prix sur un volume en général de 10 à 15% de ses consommations. Donc, ça permet de sécuriser et dans une très grande durée, on est sur des marchés à 15-20 ans, un prix de l'énergie à ce niveau. Donc, c'est très intéressant aussi d'un point de vue prix des énergies, sachant que les investissements sont bien sûr réalisés par les opérateurs. Il faut là des fonciers d'au moins 8 à 10 hectares de disponibles, des fonciers dévalorisés, sachant qu'on a aussi des solutions photovoltaïques en autoconsommation qui sont là sur du bâtiment. Voilà, j'en ai fini pour donner effectivement en perspective des solutions d'achat à court terme, à moyen terme et à long terme, avec la technique d'achat, avec le consommer moins du décret tertiaire et les solutions PV qui permettent de sécuriser un prix de l'énergie 10 à 15% de votre consommation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Marie-Hélène, peut-être des solutions pratiques qui s'adressent à tous également. Je vous laisse poursuivre. Oui, bonjour à tous. Merci à la MIF de cette invitation. Je vais essayer d'être en complément parce que Angie a déjà beaucoup parlé sur ce sujet-là et évoqué les solutions. Peut-être pour entrer de façon très pragmatique et revenir sur les économies d'énergie qui ont été citées, qui sont un levier bien évidemment d'actualité pour réduire sa facture. Un chiffre à avoir en tête qui montre quand même qu'il y a des leviers à la main de chacun. 1 degré de chauffage au moins permet de diminuer de 7 à 10% la consommation d'énergie. Ça, je crois que c'est important quand même de l'avoir en tête. Alors, c'est pas linéaire, c'est pas parce qu'on réduira de 4 degrés que ça fera 7 ou 10 fois 4 d'économie d'énergie. Mais voilà, je pense que c'est quand même un levier important. Et d'ailleurs, je crois qu'il va y avoir des campagnes pour rappeler cet enjeu de sobriété énergétique. Alors, bien sûr, ça ne s'applique pas pour tous. On pense les écoles, voilà, pour les enfants, c'est peut-être pas. Mais je pense qu'il y a encore des marges de manœuvre. Je voudrais revenir aussi, c'était évoqué par Angie, sur la notion d'anticipation des achats et le levier en anticipant ces achats et surtout je crois que ce qui est important à dire, c'est sur des contrats de long terme. Ça, c'est très important. Et vous l'avez compris, pour revenir à la présentation de Geneviève et puis après à la présentation de M. Bousquet, la présentation de Geneviève, elle montrait comment se fixaient les prix de l'énergie. Et on voit bien que les prix de marché aujourd'hui nous exposent très fortement à des hausses très importantes. Donc après, en effet, l'enjeu, c'est de regarder comment est fait son contrat et comment il est exposé à ces prix de marché. Et l'enjeu, pour répondre aussi à sujet de M. le maire, c'est qu'en effet, que nos contrats, enfin vos contrats, vous exposent le moins possible à ces prix de marché qui sont extrêmement volatiles. Et profite aussi pour répondre à la question de M. le maire. Et en tout cas, il ne faut pas s'attendre à des baisses des prix de marché. Je crois que ça, voilà, c'est pas une bonne nouvelle que je vous porte, mais voilà, dans la durée, en tout cas, alors, je pense que moyen terme, enfin dans les 1 ou 2 ans, voilà, on ne voit pas de baisse des prix de marché. Et donc, l'enjeu pour vous, c'est vraiment que vos contrats vous exposent le moins possible à ces prix de marché. Et là, je reviens sur notamment les contrats, ce qu'on appelle les contrats corporate PPA,
et notamment des contrats qui sont dans la durée, sur 10-20 ans, et qui sont adossés à des actifs de production, généralement des actifs ENR, des parcs photovoltaïques. Alors, complément ce qu'a dit la NJ, on n'est pas obligé d'avoir son parc sur sa collectivité, parce que tout le monde n'a pas 10 hectares, mais aujourd'hui, les fournisseurs proposent des contrats de longue durée, adossés à des parcs de production photovoltaïque et qui, eux, ne sont pas exposés au prix de marché parce qu'en fait, c'est des mécanismes creux, je rentre pas dans le détail, mais eux qui sont capables de garantir un prix dans la durée. Et puis, troisième levier, c'est de repartir d'un diagnostic complet, ça a été dit, de ces consommations, de ces potentiels d'économie. Et là, l'idée, c'est de regarder de façon un peu plus globale l'ensemble des leviers de transition écologique sur son territoire. A été cité, mais ça c'est quelque chose, je pense qu'il y a un potentiel énorme en Île-de-France sur le photovoltaïque en toiture, en bâtiment, et après d'aller regarder bien sûr sur des solutions d'autoconsommation qui permettent là encore de sécuriser l'approvisionnement électrique et surtout de le sécuriser à un prix plus raisonnable que les prix de marché. Peut-être pour aller un peu plus loin et voilà, de la situation actuelle qui nous oblige à une réflexion plus sur le moyen terme et sur le modèle énergétique, quelques éléments de constat, déjà de photographie du paysage francilien. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, les énergies fossiles constituent 2/3 du mix énergétique francilien. Vous avez le petit schéma à droite qui montre qu'aujourd'hui, en effet, les émissions des émissions fossiles, elles proviennent essentiellement, bien sûr, des consommations de gaz et de pétrole, et qu'on est en Île-de-France très, très consommateur de gaz et de pétrole. Donc, les solutions, c'est bien sûr de disposer d'un socle robuste de production d'électricité fortement décarbonée. Je rappelle qu'en France, l'électricité est décarbonée à 97%. Et donc, il faut pousser ce mix énergétique. Et bien sûr, il faut avoir en tête qu'on dispose d'un réseau interconnecté qui permet de bénéficier de ces sources de production d'électricité décarbonée, même si en Île-de-France, vous mettez en tête, c'est seulement 5% de la production d'électricité, 5% de la consommation est couverte par de la production locale. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, on n'a pas vocation à accueillir en Île-de-France de moyens nucléaires, et donc il ne faut pas forcément chercher le 100% d'électricité produite localement, puisqu'on a la chance qu'on dispose d'un réseau d'électricité interconnecté. Ce qu'il faut bien sûr, c'est diminuer fortement le recours aux énergies fossiles, parce qu'au-delà du sujet de la facture énergétique, c'est aussi le sujet de la décarbonation, et c'est bien ça qu'il faut essayer d'articuler ensemble, et donc bien sûr diminuer les consommations d'énergie fossile et aller plus vers de l'énergie décarbonée, notamment au travers de la mobilité verte, ça a été cité, et de substituer dans le bâtiment aussi, qui représente 50% des émissions de gaz à effet de serre, bien sûr au travers de la pompe à chaleur par exemple. Et dernier sujet, ça a été un peu évoqué, et nous c'est un enjeu sur lequel, bien sûr, on accompagne les collectivités, c'est au-delà de l'électricité d'exploiter le potentiel énergétique local. Et moi, je réinsiste, en Île-de-France, toutes les études le montrent, l'ADEME l'a identifié, la DRIEAT, et c'est à l'ordre du jour, je dirais, de toutes les politiques énergétiques, le SDEM, du SDRIF en cours de réflexion et de refonte, l'enjeu de la chaleur, et notamment de la chaleur renouvelable. On a la chance, en tout cas la nature a bien fait les choses, puisqu'on a un potentiel géothermal sous nos pieds qui est le plus puissant au monde par habitant. Et donc l'enjeu, c'est bien sûr de verdir ce réseau de chaleur, et donc de développer là aussi sur les territoires, sur vos collectivités, quand c'est possible, le raccordement à ce réseau de chaleur. Il y a 1 million de logements potentiellement qui pourraient être raccordés à ce réseau de chaleur. Et puis, au-delà de ça, de regarder comment verdir ce réseau de chaleur. Et là aussi, il y a du potentiel en local. Voilà, je ne vais pas plus loin. Merci beaucoup Marie-Hélène. Donc, si on comprend bien, plusieurs axes: acheter mieux, produire différencier et consommer moins. Monsieur le maire, une dernière remarque pour
conclure avant que nous n'entamions la réponse aux questions de nos invités. Oui, une réaction par rapport à ce qui a été dit, que je partage évidemment dans les grands traits et dans les objectifs. Je dirais qu'il y a plusieurs types de mesures que nous pouvons prendre, nous, élus, et que nous attendons. Il y a effectivement les mesures d'urgence au regard de la situation actuelle qu'on a pu évoquer, et notamment cette idée que nous, on avait portée de dotation énergie exceptionnelle. Il y a les mesures de sobriété qui ont été rappelées dans plusieurs décrets, dans plusieurs circulaires. Néanmoins, on voit vite, nous, sur le terrain, les limites de l'exercice. Hein. On a mis nos bâtiments, nous, à 18,5, 19 degrés. On l'a fait. Mais vous l'avez dit à fort juste titre, là aujourd'hui la question se pose un peu moins parce qu'on retourne vers les beaux jours. Mais quand on est en plein hiver ou quand on est en automne dans les écoles, j'irai même plus loin, quand vous commencez le lundi matin à 9 h dans vos salles associatives avec la gym des mamies, je dis les choses, si on n'a pas chauffé pendant tout le week-end, ce n'est pas en remettant le chauffage à 8 h du matin que la salle sera prête et chaude et accueillante à partir de 9 h. Donc ça, c'est les petites limites de l'exercice. Je pense aussi à certains équipements. Moi, j'ai un théâtre, j'ai une piscine, qui sont des bâtiments énergivores. Donc les mesures de sobriété, vous avez raison de dire que ce sont des mesures aussi de court terme et de moyen terme, mais qui finalement ne sont pas celles qui feront la différence. Après, il y a ce que j'appellerais moi les mesures d'avenir, mais d'avenir proche. Vous en avez évoqué un certain nombre, notamment sur la relocalisation de certaines énergies pour qu'on ait aussi, moi je pense, des boucles d'énergie locales, notamment dans l'approvisionnement, parce que je fais écho à ce qui a été dit en début de présentation, et notamment notre dépendance au niveau de l'Europe à certaines puissances étrangères. Je pense qu'il faut, vous avez raison, investir sur l'énergie solaire. Il ne faut pas oublier la méthanisation, même s'il y a toujours des enjeux d'acceptabilité. Il y a une sécurité que nous attendons du côté des élus dans les contrats qu'on peut avoir avec les fournisseurs. Et une question que je me permets de poser, c'est que moi j'ai eu la sensation, en tout cas des collègues ont eu la sensation, pour ceux qui arrivaient à l'échéance de leur contrat, que lorsqu'il a fallu renégocier ces contrats dans le contexte actuel, il y a parfois eu une répercussion de la hausse des coûts sur les prix définis au contrat. Donc, ça, c'est quelque chose en tout cas qui a été remonté. Sur la partie investissement et sur la partie mesures d'avenir, je partage tout ce que vous avez dit. La question, c'est comment on fait. Comment on fait pour investir dans ces énergies renouvelables? Comment on fait pour faire ces travaux, notamment ceux qui vont être imposés, et ça va dans le bon sens hein, en termes de philosophie dans le décret tertiaire, puisque je vous disais que j'avais 49 bâtiments municipaux. J'ai lancé en début de mandat un audit patrimonial et énergétique sur mes 49 bâtiments municipaux. Il en ressort aujourd'hui, alors du patrimoine plutôt des fins des années 70-80, sur lequel, et je pense que des collègues se retrouveront un peu dans cette description, des bâtiments sur lesquels il n'y a pas eu d'investissement ou d'entretien, ou très peu, depuis 30 à 40 ans. Bon, donc aujourd'hui, on hérite tous de ce type de situation. Comment on fait aujourd'hui quand moi j'ai dans la conclusion de mon audit que si je veux faire les travaux à minima, hein, ce n'est pas d'évolution de bâtiment, ce n'est pas pour gagner en taille, c'est pas pour… Voilà, travaux à minima uniquement pour coller au décret et puis pour avoir quelque chose qui ne soit pas une passoire thermique. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, je me suis dégagé 100 000 euros d'épargne. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on le souhaite tous, faire ces investissements massifs locaux sur cette rénovation énergétique, sur cette réhabilitation des bâtiments, puisque le sujet est là, si on veut à terme diminuer les dépenses d'énergie, mais il faut qu'on soit accompagné. Et ça, c'est aussi le message qu'on porte, c'est qu'on comprend bien que, encore une fois, il y a les mesures d'urgence, il y a les mesures structurelles, mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut être accompagné sur le long terme. La DSIL, la DETR, les différents dispositifs de l'ADEME ne sont aujourd'hui pas suffisants. Les montants aujourd'hui mis sur la table ne sont pas suffisants. Il y a les CRTE, mais les CRTE, je pense qu'on est à un certain nombre à contracter ça avec nos EPCI. On sait pas, il n'y a pas de financement derrière aujourd'hui sur les CRTE. Et pourtant, on a tous mis dans ces CRTE des projets de réhabilitation et de rénovation énergétique. Donc, moi, mon interrogation première, il y a la question des contrats, encore une fois, il y a tout ce que je viens d'évoquer, c'est quel accompagnement de la part de l'État et des autres collectivités, mais qui se retrouvent dans la même situation que nous, départements, régions,
comment on va faire concrètement pour pouvoir redéployer sur nos territoires des énergies renouvelables et avoir finalement les moyens de porter l'investissement local, puisque rappelons que c'est quand même l'investissement local aujourd'hui qui nous permet d'avancer sur finalement cette qualité de service et puis aussi sur ces réductions de dépenses d'énergie. Et je pense qu'on est tous très en attente de cela, parce que les objectifs y sont posés. La volonté, je pense qu'elle est partagée. Moi, je ne fais pas de procès à l'État de ne pas vouloir aller sur ces orientations et ces objectifs-là. Je pense que l'État est sincère dans cette volonté. Je ne connais pas un élu qui ne veuille pas réhabiliter son bâtiment. Maintenant, c'est le nerf de la guerre, c'est la question des moyens, puisque ça vient en parfaite corrélation avec la situation budgétaire que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, on nous demande, c'est là où pour moi, j'en finirai par là, c'est là où pour moi, il y a un paradoxe, c'est qu'on va nous demander de porter cet investissement qui est indispensable. Dans le même temps, on va nous demander de continuer à être plus économe, et je comprends qu'on ait un effort à faire, mais avec plus aucune marge de manœuvre. Et mes collègues le savent bien, aujourd'hui, on en est rendu parfois à reporter ou sacrifier des projets, donc à faire des choix, ça c'est normal, ça fait partie du boulot de faire des choix, mais on en est même rendu à faire parfois uniquement de la gestion. Et de plus avoir cette capacité à porter des projets structurants pour nos territoires. Et donc, pour moi, la rénovation énergétique, vous l'aurez compris, c'est un élément qui est primordial et qui est essentiel. J'en ferai pendant le mandat, mais je suis incapable aujourd'hui de le faire seul. Et c'est là où je pense qu'on a besoin d'être accompagné sur des mesures qui sont pour moi des mesures de long terme, mais qui se préparent dès aujourd'hui. Très bien, mais merci Monsieur le maire, sachant quand même que effectivement derrière l'État, eh bien c'est nous tous qui sommes concernés, puisque tout part de notre propre budget. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui concerne, je pense, tout le monde. Peut-être des questions qui ont été posées déjà dans le chat. Alexandra. Oui, bonjour à tous et toutes. Effectivement, on avait une première série de questions sur l'action de l'Union européenne sur le prix des énergies. Et je vais laisser la parole peut-être à Madame Najma Hamada qui a posé une question dans le chat. Je ne sais pas si elle est toujours connectée, ou Monsieur Weber qui a malheureusement dû nous quitter. Ah, voilà, super. Bonjour, oui, je suis toujours connectée. Effectivement, je voulais faire le lien avec la première intervention qui pointait bien la corrélation entre le prix de l'électricité et le prix du gaz. Et il y a des choses, des mesures qui sont en cours aujourd'hui. Effectivement, le 25 mars a été annoncé une mesure qui serait mise en application par la Commission européenne, donc à l'image du dispositif d'achat des vaccins en commun avec les 27 pays membres. Une annonce concernant du coup là l'achat en commun concernant le gaz et qui permettrait de faciliter l'accès aux fournisseurs d'énergie et d'avoir des prix avantageux. Donc du coup, ma question, c'était de savoir si cette mesure aurait un impact favorable sur le prix de l'électricité. Sur la logique de l'interconnexion et des achats, si vous voulez répondre. Non, mais allez-y. Ah non, mais je vous en prie, c'est vous qui êtes sur le sujet. Donc. Alors, Et c'est pas Engie qui est le gazier et EDF l'électricien, on est tous multi-énergie. Alors l'un de vous répond, Geneviève. Bon, mais écoutez, je vais me risquer. Je pense qu'effectivement, en fait, ce dont nous manquons aujourd'hui, c'est qu'il y a un marché européen, nous l'avons vu, qui fonctionnait jusqu'à maintenant, et maintenant, dans cette période de crise, on voit bien effectivement combien il faudrait agir par une véritable politique énergétique européenne qui n'existe pas encore vraiment aujourd'hui. Chaque pays fait ses choix en matière énergétique. Et là, effectivement, le fait d'avoir une mesure d'achat en commun pourrait permettre, je veux dire, d'amortir les chocs que l'on voit aujourd'hui pour concevoir à l'échelle européenne une forme de puissance d'acheteurs qui lui permettrait effectivement de négocier des tarifs dans une position beaucoup plus favorable
qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisque c'est chaque pays, effectivement, qui a sa propre politique énergétique. Donc, je crois qu'une mise en commun, on voit bien aujourd'hui qu'il y a bien un besoin, en tout cas à l'échelle européenne, de cheminer vers l'émergence d'une politique énergétique européenne, et que cet achat groupé de l'Union européenne permettrait effectivement d'être plus fort au regard des vendeurs de gaz à l'échelle européenne et du monde. En gros, utilisons notre puissance quand nous sommes unis pour peser plus fort sur le marché international. Peut-être juste, c'est pas forcément la question, mais pour revenir un peu sur le gaz, je ne réagis pas. Nous, côté EDF, par rapport à potentiellement un boycott du gaz russe. J'ai bien un boycott, c'est la différence d'un embargo. Un embargo, c'est l'émetteur qui décide. Là, ce serait bien une décision de l'Europe de boycotter le gaz russe. S'il y a cette décision, elle fait partie du possible, exactement. Merci, merci Dorothée. Nous, les études qu'on a faites montrent que on pourrait, alors ça rejoint le chiffre vous l'avez en tête, qu'a présenté Geneviève, on est dépendant seulement à 17%. Nous, d'après nos études, on dit qu'à moyen terme, on peut se passer de 2/3 du gaz russe. Comment essentiellement, vous le voyez, enfin vous le lisez comme moi, grâce aux importations de gaz naturel liquéfié. Et ça suppose de renforcer les terminaux méthaniers. Voilà, c'est toutes ces questions-là. Et ça se fait pas en un jour. Et puis, deuxièmement, c'est de développer la production de gaz en Europe. Il y a encore des possibilités, notamment en Norvège, en mer du Nord. Et aujourd'hui, compte tenu des prix maintenant sur le gaz, ça rend rentable l'exploitation, notamment en mer du Nord, de gaz. Et puis, il y a un peu de potentiel aussi en Italie, voilà, qui permettrait de sourcer différemment le gaz. Maintenant, je le redis, ça ne permet pas de couvrir l'ensemble aujourd'hui de nos importations de gaz russe. Voilà, donc après l'effet pour revenir à la question, à l'effet d'une massification des achats, voilà, on peut espérer en effet que ça fasse un peu baisser les prix. Après, pour revenir sur l'impact sur la facture d'électricité, on l'a vu, c'est ce qu'a expliqué Geneviève, l'électricité sur le marché, je le redis, sur le marché, mais c'est pas... Il y a d'autres possibilités aussi d'avoir de l'électricité que de se fournir sur le marché. Elle est basée sur le coût marginal de la dernière unité de production. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est d'aller chercher la dernière unité de production, qui est aujourd'hui le gaz, le charbon, parce que c'est ce qu'on peut faire démarrer le plus vite. C'est les moyens les plus facilement actionnables. Mais pour éviter d'aller chercher ces moyens de production, qui sont aussi des moyens de production carbonés, ne l'oublions pas, voilà, de la transition énergétique et de la décarbonation et lutter contre le réchauffement climatique, pour éviter d'aller chercher ces moyens, il faut soit réduire nos consommations, soit en effet développer nos autres moyens de production, je rappelle, le nucléaire, l'hydraulique et toutes les énergies renouvelables. Et ça, c'est bien la stratégie d'EDF, d'être sur les deux jambes, à la fois de moyens de production centralisés de masse, dont on a besoin, le nucléaire, et puis les énergies renouvelables, l'hydraulique, l'éolien offshore et le photovoltaïque, bien sûr. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Nous avions ensuite plusieurs questions de M. François Bréjou. Je ne sais pas s'il souhaite intervenir directement. On appelle. Du coup, je vais me permettre de les relayer. Donc, j'avais plusieurs questions. La première, je ne sais pas si d'autres communes ont le même problème que nous. Enfin, je sais aux alentours, mais c'est peut-être généralisé. On a beaucoup de mal à connaître nos consommations, tout simplement parce que nos fournisseurs d'électricité et de gaz sont infoutus de nous donner les consommations fiables avec moins de 6 mois de retard. Donc aujourd'hui, on met en place à Jouy-en-Josas des mesures d'économie d'énergie, mais on n'a aucune visibilité à moins de 6 mois. Voilà, donc ça c'est un problème réel. Et le deuxième point que je voulais souligner, c'est on aurait voulu savoir comment mettre
au point des contrats de performance énergétique. Je ne sais pas si d'autres l'ont fait, c'est-à-dire contractualiser avec une société qui se paierait soit sur des chèques d'économie d'énergie, enfin des certificats d'économie d'énergie, soit même sur les économies qu'elle nous ferait réaliser. Donc, deux questions que je pose à l'Assemblée. Merci. Moi, je veux bien répondre encore pour le côté EDF. Sur le premier point, sur vos consommations, donc je comprends que vous êtes pour la commune de Jouy-en-Josas. Je suis un peu surprise parce qu'en principe, aujourd'hui, et notamment grâce au compteur intelligent, je rappelle que le comptage électrique se fait notamment via les compteurs Linky ou des compteurs intelligents dits connectés. C'est justement l'intérêt d'avoir sa consommation au réel, de ne plus être sur des consommations estimées. Et on doit être capable de vous agréger ces consommations parce que j'imagine que vous avez plusieurs points de comptage, donc à votre disposition pour aller plus loin sur ce point-là. On a des dizaines de points de comptage, on n'est pas du tout équipé partout en Linky ni en Gaspard. Et il y a une remontée, on achète via un syndicat, il y a une remontée de nos fournisseurs d'énergie vers un système qui s'appelle OSE, une base de données. Cette remontée n'est pas très fiable depuis des années et toujours beaucoup de retard. Donc, si vous pouvez nous aider, oui. Par contre, je ne suis pas sûr d'avoir vos coordonnées, parce que je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce qui est votre fournisseur, ça c'est vraiment un sujet à regarder avec votre fournisseur, mais vous soulevez le sujet. Enfin, c'est vrai que pour beaucoup de collectivités, aujourd'hui, vos contrats, ils ont été regroupés et ils sont à la main des syndicats, ça a été cité, notamment du CIPEREC, du CIGEP, donc je ne sais pas si c'est le cas. Voilà, moi je suis à votre disposition. Problème, le syndicat d'électricité n'arrive pas à avoir de la part d'Engie, EDF et autres les consommations en temps et en heure. On va regarder le sujet. Ouais, voilà. On est à disposition. Voilà, je ne sais pas si c'est nous qui sommes le fournisseur. Et concernant les contrats de performance, typiquement, c'est en effet ce qu'il faut essayer de faire, d'avoir des contrats dans la durée. Et ça aussi, EDF, mais comme d'autres, je veux pas. Voilà, on a aujourd'hui des solutions de contrats dans la durée avec des engagements de performance. C'est Dalkia, la filiale, qui porte ça et qui garantissent à la fois des économies d'énergie et bien sûr une répartition du gain dans la durée. Donc à la fois ça donne de la visibilité et ça permet sur les prix et ça permet de faire des économies d'énergie. Donc c'est typiquement le type de contrat qui est pertinent. Vous avez cité, pardon, Dalkia. Mais il y a d'autres solutions. On vous laissera creuser effectivement directement avec monsieur. Voilà, n'hésitez pas. Merci. Nous avions également une question de Madame Hélène Pierre. Et je vous demanderai, parce qu'on ne se connaît pas tous, de vous présenter avant de poser votre question. Oui, bonjour à tous. Donc, Hélène Pierre, je suis responsable des affaires publiques chez Total Énergie, Électricité et Gaz France. Et j'avais une petite question, puisque Monsieur le maire évoquait la demande sur les dotations exceptionnelles. Donc, on a parlé des mesures d'urgence et des mesures structurelles, de l'accompagnement des collectivités par l'État. Sur le sujet spécifique des mesures d'urgence et des dotations exceptionnelles, je voulais savoir, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de discussions avec l'État ces derniers mois. Je voulais savoir comment ça avait été accueilli et comment vous voyez les choses sur le sujet. Je vous remercie. Je peux me permettre effectivement de répondre à cette question. Oui, il y a eu une mobilisation forte depuis plusieurs mois. J'évoquais notamment celle qu'on a pu avoir avec l'Association des villes de France, mais l'ensemble des associations d'élus et notamment l'AMIF se sont emparés du sujet. Il y a eu des rencontres avec Bercy, avec le ministre Olivier Dussopt, évidemment, avec Joël Giraud, qu'on a vu il y a très peu de temps. Nous, l'initiative qu'on a prise aussi, c'était de faire voter des vœux dans nos conseils municipaux. J'ai eu une réponse de l'Élysée sur ce point. Le contexte électoral actuel n'aide pas, c'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas eu de prise de position majeure. Donc, les demandes que nous avons pu formuler n'ont pas trouvé les réponses attendues. Ce qui a été rappelé, c'est tout ce qui a été évoqué en début de réunion, tout ce qui avait été fait, notamment l'action de Bruno Le Maire sur l'énergie nucléaire,
sur l'encadrement des 4%. Tout ça a été rappelé. Mais je pense, et moi des échanges que j'ai pu avoir avec certains ministres, ils l'ont finalement assez assumé, le fait que les collectivités ne soient pas soutenues pour des raisons budgétaires, estimant aussi, et c'est là où je pense que c'est un combat que nous devons mener en permanence, estimant aussi qu'en 2022, à l'heure à laquelle on se parle, l'impact reste, je crois que la terminologie exacte, c'était absorbable, ou en tout cas qu'on arrivait encore à amortir le choc. Voilà, c'est le point de divergence qu'on peut avoir avec eux, parce que pendant combien de temps va-t-on devoir amortir le choc, et jusqu'à quand pourrons-nous le faire? Mais en tout cas, il y a eu, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'écoute, parce qu'il y a eu une écoute, il y a eu effectivement des dialogues. Un dialogue. Il y a eu des réponses au courrier, aux différentes initiatives comme les vœux, encore une fois, qu'on a pu prendre. Après, on reste évidemment sur notre faim, puisque par rapport à cette fameuse dotation d'énergie exceptionnelle et la façon dont on l'a formulée, d'ailleurs, cette demande-là, on était assez souple et flexible. Hein. Ce n'était pas de dire on veut tel montant, de telle date à telle date. C'était vraiment une proposition qui nous permettait, nous, d'ouvrir la discussion sur la base d'un constat, c'est que aujourd'hui, on est sur une situation, on l'a dit, encore conjoncturelle compliquée. Comment est-ce que vous pouvez tenir compte de cette réalité aujourd'hui des communes, et comment est-ce que vous pouvez nous accompagner? Donc, c'était l'histoire de mettre un pied dans la porte. Bon, je pense que ce que j'ai ressenti, pour tout vous dire, c'est que du côté de la cohésion des territoires, du côté des portefeuilles évidemment qui sont en lien avec les communes, il y avait une envie de nous accompagner et de nous aider. Mais comme on le sait souvent, et surtout à cette époque, hein, à quelques semaines d'un premier tour d'une élection, et après aussi la période du quoi qu'il en coûte, je pense que Bercy, dans ses arbitrages, ne le voyait pas, n'entendait pas forcément de cette oreille. Donc, on connaît aussi le poids qu'a le ministère des Finances dans le paysage français et institutionnel. Voilà ce que je peux répondre en tout cas à votre question, mais le dialogue en tout cas n'a jamais été rompu. Ça, je tiens à le signaler, et il continue encore aujourd'hui. J'évoquais tout à l'heure très rapidement les dernières annonces du Premier ministre, notamment sur les marchés publics, qui viennent sécuriser les entreprises, mais qui ne sont pas sans soulever des questions pour nous, collectivités. Là aussi, c'est encore un sujet sur lequel on va se mobiliser, comme on se mobilisera aussi sur l'impact que peut avoir sur les collectivités la revalorisation du point d'indice. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose pour laquelle nous sommes contre, mais ça suscite des questions. Donc, il y a un dialogue, mais pour le moment, les réponses ne sont pas satisfaisantes. Très bien, merci beaucoup pour vos éclairages. Merci beaucoup. Et pour terminer, alors plusieurs questions de Monsieur Yves Taureau, qui est normalement encore connecté. Oui, bonjour. Effectivement, j'ai pas mal de questions sur le sujet. Déjà, tout d'abord, merci à la MIF pour cette conférence qui est très intéressante sur un sujet d'actualité et ô combien pénalisant pour les collectivités. Oui, j'ai évoqué effectivement certaines contraintes dans la capacité qu'on a à traiter ce problème. Me situant par exemple, et je ne suis pas le seul, dans une commune où les ABF rayonnent assez largement, nous ne pouvons pas effectivement… Excusez-moi. Oui. Vous vous trouvez dans quelle commune, monsieur? Commune de Mandres-les-Roses, pardon, je me suis pas… Je l'ai cité au départ. Voilà. C'est gentil. Voilà. Donc, sur le plateau Briard, et on a quand même pas mal de bâtiments historiques de ce type. Et effectivement, nous avons une contrainte qui nous est imposée. Et cette contrainte ne nous permet pas de nous diriger effectivement vers des options panneaux solaires ou champs de ce type. Par ailleurs, les exigences portées en termes de rénovation énergétique nous dirigent toujours vers des solutions très exigeantes et extrêmement coûteuses. De ce point de vue-là, on se trouve véritablement pénalisé. Et je vois mal d'ailleurs, lorsqu'il va y avoir des exigences qui vont être portées par l'État pour répondre effectivement à des rénovations imposées, comment nous allons les financer. Il y a d'un côté effectivement des gens qui ont des obligations de résultats et de l'autre côté, pas d'obligation de moyens. Néanmoins, on a un juste équilibre à trouver.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi tenir compte de cet arbitrage que toutes les institutions qui ont en charge de réfléchir doivent convenir de prendre, et chacun doit mettre un petit peu d'eau dans son vin pour trouver des solutions données. Ça, c'était mon premier point. Par ailleurs, je note aussi régulièrement une inflation des normes. Alors, on sait que notre pays est soucieux d'être le premier et le mieux disant en termes de normes, mais ça aussi, ça a des conséquences assez néfastes quand on est dans une situation économique et financière tendue. Les nouvelles normes qui vont être applicables à compter de la fin d'année 2023 renchérissent énormément les coûts des investissements. Comme nous nous situons, et le maire tout à l'heure l'a très bien dit, dans un contexte budgétaire où aujourd'hui nombre de communes ont un budget de fonctionnement extrêmement pincé, voire maintenant avec effectivement une épargne brute négative. Dès lors que, d'une manière un petit peu paradoxale, on porte des exigences plus fortes et plus coûteuses, on arrive très très vite dans une situation où on est dans le mur. On n'a absolument plus de moyens de faire progresser. Et moi, mon sentiment, c'est plutôt que de vouloir être toujours le meilleur et ne plus avoir la capacité effectivement de progresser, il serait bon à un moment donné de se dire mieux vaut faire un petit pas, mais qui soit effectif et qui traduise véritablement des avancées, que de vouloir imposer de grands pas avec l'incapacité de les franchir. Voilà un petit peu le travail sur lequel je souhaiterais que tout le monde puisse un petit peu se tourner. Voilà ce que j'avais à vous dire sur… J'aurais pu la poser hier soir. J'ai pas sorti les opérateurs. Voilà. En tout état de cause, je vous remercie parce que les pistes de solutions sont réelles, intéressantes. Néanmoins, voilà, on se trouve aujourd'hui dans une situation un peu paradoxale où on a à la fois des réponses possibles, des champs des possibles, mais également des limites fortes, contraignantes qui subsistent et qui n'ont pas pris en compte effectivement ce nouvel univers. Donc, il y a peut-être une mise à niveau de l'ensemble pour que tout le monde converge vers une volonté de faire mieux, mais en tenant compte de la possibilité de chacun. En tout cas, merci. Merci à vous. Vous faites écho avec un autre exemple au propos de Monsieur le maire de Villepreux tout à l'heure. Hein. On a effectivement un problème financier majeur. Et d'autres questions. Non, alors on n'a plus de questions, mais si je peux juste me permettre de vous signaler qu'effectivement la hausse du prix de l'énergie est un sujet éminemment central pour les finances des collectivités locales dans les mois, voire années à venir. Et c'est un sujet dont la MIF va se saisir et on va très fortement travailler le sujet. Vous serez bien de nouveau sollicités pour qu'on puisse travailler ensemble à l'élaboration de solutions pour tous et toutes. Eh bien, merci, on compte sur vous. Nous arrivons au terme de cette matinale. Monsieur Amonique, je vous laisse le mot de la fin. Merci vraiment d'avoir été notre grand témoin. Merci d'avoir été nombreux à participer et à écouter nos intervenants, montre de l'importance du sujet, comme le relève Alexandra. Monsieur le maire, je vous remercie de vos mots de conclusion. Merci à vous, en tout cas, de l'invitation et merci aux autres intervenants. C'était une matinée intéressante sur un sujet, vous l'avez dit, qui est important pour nous tous. Je crois, et ça vient d'être dit, qu'il faut que notre association continue à s'emparer de ce sujet-là, qu'on puisse travailler tous ensemble à des solutions, qu'on les porte, qu'on continue le combat quelque part dans le dialogue avec les autorités compétentes. Mais je pense qu'on est réellement là à un tournant quand même, hein. C'est-à-dire que la situation des collectivités, évidemment, on la connaît depuis des années, mais il va falloir quand même qu'on arrive à casser cette croyance que, je le disais tout à l'heure, on peut encaisser et on peut absorber. En tout cas, on ne peut pas le faire, pour reprendre la formule, et en même temps, on ne peut pas le faire et en même temps, on ne peut pas porter, en tout cas, seul,
cet investissement local, notamment pour réduire nos dépenses d'énergie et qui sont partagées par tous, puisqu'on le sait de toute façon, c'est cette transition énergétique-là qui participera plus globalement à la transition écologique de nos territoires qu'on appelle de nos voeux et que nos administrés et concitoyens également. En tout cas, merci à vous d'avoir organisé ce temps-là et je crois qu'il faut qu'on arrive à le poursuivre ensemble et c'est vrai que les présentations ont été très utiles en cela et peut-être sera-t-il aussi intéressant qu'on puisse garder via la MIF, mais le contact avec vous tous parce que je pense que certains collègues auront des questions et peut-être notamment des questions très précises à l'heure des renégociations ou en tout cas de nouveaux contrats à conclure, mais on a bien compris qu'il fallait l'anticiper aussi. Donc là, je pense que vos expertises seront aussi d'une grande aide. Voilà ce que je pouvais vous dire en mot de conclusion et merci encore. Merci beaucoup. Merci à EDF, CBG Territoire et ENJ. Vous retrouverez donc sur le site de la MIF la présentation qui vous a été faite, donc avec les noms des intervenants. Voilà, comme ça tout le monde pourra réagir. Ainsi que la vidéo des présentations qui sera mise dans quelques jours sur le site de la MIF. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Merci.